Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre espace entretien. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir M. Tommy Tambwe. Il est le coordonnateur de la structure dénommée Fondation Paix et Développement. M. Tommy Tambwe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je suis M. Tommy Tambwe Ushindi. Dans les temps, j'étais connu comme le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il a plu au président de la République de me relever de ses fonctions à partir d'octobre 2023. Et actuellement, je suis en charge de la coordination d'une nouvelle structure qu'on appelle Fondation Paix et Développement. C'est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions de peace building dans la région des Grands Lacs. Et ici, nous nous occupons principalement de toutes les questions qui ne sont pas militaires, mais des questions liées aux conflits et guerres dans la région des Grands Lacs. Peut-être la première question, avant de parler de la fondation, vous êtes satisfait de votre passage au PDDRCS? Bon, il faut dire que c'est une nouvelle dynamique qui a été mise en place par le chef de l'État dans le but, effectivement, de mettre fin à la présence des groupes armés, mais également de s'occuper de toutes les questions de stabilisation. Et nous avons fait ce qui était nécessaire, notamment nous avons passé en revue l'état des lieux des anciens programmes qui ont existé, notamment l'UPNDR et STAREC, et nous sommes arrivés à mettre en place une symbiose. Comment il faut-il concilier les DDR et la stabilisation, mais également la sécurité du pays. Donc, trois dimensions importantes qui ont été développées dans ce programme, liées d'abord la question de la paix et sécurité, mais également liée la question qui concerne la réintégration des ex-combattants et des communautés. C'est-à-dire comment ramener le développement communautaire dans les zones djihadi, instables, djihadi, occupées par les groupes armés. Ramener la paix, ramener la sécurité, ramener la gouvernance économique, sociale, minière, etc. Et donc, brièvement, nous avons travaillé après les états des lieux, nous avons mis en place un cadre qu'on appelle plan, donc un plan national, qu'on appelle la stratégie nationale du PDDRCS. Nous avons mis en place les plans opérationnels dans l'État, pour chaque province, dans les 5 provinces, en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, dans le Tanganyika et dans le Maniema. Ceux qui sont venus peuvent être heureux parce que la route était déjà tracée et qu'ils devraient seulement aller et commencer avec des projets concrets. Et là, je vous assure que nous avions réussi dans chaque province à mettre en place des projets pilotes pour dire, on commence par là, afin de découvrir exactement comment ça va fonctionner pour étendre le projet. Vous avez joué le rôle de Jean-Baptiste, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Parlons de votre fondation. Plusieurs organisations ont travaillé déjà sur la question et ont échoué, s'il faut le dire, ou ont réussi à un pourcentage très faible. C'est quoi la valeur ajoutée pour réussir votre mission aujourd'hui? Oui, vous savez, monsieur le journaliste, les objectifs de travail sur la région des Grands Lacs, spécialement sur notre pays, la RDC. D'abord, il faudrait relever les instruments importants aujourd'hui, les instruments régionaux et internationaux, l'accord cadre d'Addis Abeba, mais également les déclarations de Nairobi
et le processus de Luanda. Il se fait qu'il y a des problèmes de plus de 30 ans aujourd'hui. Mais ces problèmes sont devenus des problèmes très récurrents qui reviennent chaque fois dans les revendications des États voisins par rapport à la RDC. Je veux dire aujourd'hui, si nous parlons des Haut-Ouélé, il y a la question ou les questions qui sont liées à Mbororo, la question liée à Elera. Si nous parlons de l'Ituri, nous voyons là une question régionale des ADEF. Si nous parlons du Nord Kivu, nous voyons la question des ADEF, mais également la question des FDLR. Lorsque nous parlons du Sud Kivu, nous voyons deux types de problèmes, de groupes armés, principalement, qui équiment la province et qui sont liés aux pays voisins, qui sont liés à la région. Les questions de Rue Tabara et des FNL. Et nous nous sommes dit que nous pouvons contribuer. Nous savons, nous félicitons les efforts qui ont été menés par la République démocratique du Congo. Nous félicitons également et nous encourageons les efforts qui ont été menés par la MONUSCO dans ce pays pendant plus de 30 ans. Nous félicitons également d'autres mécanismes régionaux et internationaux. Par exemple, le comité de coordination et qui est sous l'impulsion de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Nous voyons également d'autres mécanismes qui ont été mis en place par des chefs d'État. Le processus de Nairobi, le processus de Rwanda, pour effectivement amener la paix dans la région. Mais il y a là un problème de la volonté politique, mais il y a aussi la nécessité de mettre fin à ce phénomène qui ont trop duré et qui ont endeuillé notre population. C'est pourquoi nous avons pris l'option de travailler pour que ce problème qui nous amène des conflits chaque jour avec nos voisins soit réglé définitivement. D'accord, merci. Nous poursuivons avec notre entretien. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes avec M. Tommy Tambwe, qui a lancé une nouvelle structure pour chercher la paix et consolider la paix, non seulement au Congo, mais dans la région des Grands Lacs. Notre question, vous ne touchez pas aux armes, donc vous allez rester juste dans la sensibilisation ou ça va se passer comment? Oui, il faut intérioriser la question, le programme, mais aussi la dynamique régionale. Nous n'intervenons pas sur des mesures militaires. Les mesures militaires concernent principalement les militaires. Les mesures non militaires concernent les organisations, les civils, qui utilisent le moyen de dissuasion, de sensibilisation pour éviter à ce que la personne ne soit dérangée. Et donc, nous travaillons dans la sensibilisation pour la reddition volontaire des ex-combattants. D'accord. Et là, vous revenez directement d'une mission. C'est quoi la situation sur le terrain aujourd'hui? Effectivement, je viens d'une mission d'évaluation dans les Haut-Ouélé, précisément dans le territoire de Faradje. Et je suis allé évaluer le travail qui est fait par un partenaire. Et ce partenaire s'appelle APERU, Action pour la promotion rurale. APERU est un partenaire qui a travaillé longtemps dans la dynamique de reddition du groupe armé qu'on appelle LRA, dirigé
par Joseph Kony. Cette organisation politico-militaire ougandaise, une fois déchue dans le nord de l'Ouganda, elle s'est vite repliée en RDC. Et le territoire de Faradje en a été victime, le territoire de Dungu, le territoire de Ango, Bondo ont vu ce mouvement s'installer chez eux en enlevant les femmes, les filles et les amènent de la brousse. C'est ainsi qu'est venue l'initiative américaine avec la RDC et l'Ouganda qui ont travaillé sur la question. Lorsque les opérations ont été menées avec succès en Ouganda et en RDC dans cette partie, immédiatement, on a vu le groupe se retrancher vers la Centrafrique. Et là aussi, ils ont été malmenés par des opérations très efficaces. Certains ont fui dans les frontières du Soudan et du Sud-Soudan. Il y a eu un travail qui a été mené par les chefs d'État en disant qu'ils peuvent travailler en synergie pour mettre fin au phénomène ELERA. Ainsi, la RDC, la Centrafrique, le Sud-Soudan et l'Ouganda ont mis une coordination. Ils ont d'abord signé un accord et après ils ont mis une coordination. Et un partenaire qu'on appelle APERU, Action pour la promotion rurale, un Congolais, a été sélectionné pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes allés évaluer le travail qui a été fait. Après l'évaluation, nous avons constaté que cette activité a été réussie, presque à 90%. Aujourd'hui, nous avons la fierté d'annoncer au monde entier que ELERA n'existe plus en RDC. Ah bon? Il n'y a plus, si vous attendez, on a enlevé autant d'enfants, ce n'est pas la ELERA. Grâce à cette structure. Grâce à cette structure. J'ai eu le privilège moi-même de voir le centre. Aujourd'hui, nous sommes dans la réinsertion. J'ai visité le centre de réinsertion à Goulou, en Centrafrique, et je venais maintenant de Faradje pour voir ce qu'ils avaient fait. C'est le même modèle que vous voulez maintenant dupliquer dans d'autres régions? Bon, d'abord, il faut dire que l'initiative ou le projet pour la reddition de ELERA a réussi à 80% ou à 90% même. En RDC, il n'existe plus. Même en Centrafrique, il est resté un petit nombre seulement. Même Joseph Kony, aujourd'hui, il est disposé de se rendre. La preuve, c'est que son fils s'est rendu, il est aujourd'hui à Goulou. Et il y a des contacts qui sont déjà menés pour qu'il rentre. Mais le problème qu'il soit, donc, qu'il puisse se rendre, mais le problème qui reste, c'est lié à ce que nous appelons aujourd'hui la question d'amnistie. Il y a un mandat sur lui et son adjoint est déjà à La Haye. Il craint qu'une fois ramené en Ouganda et que la communauté... La justice risque de tomber sur lui. Oui, la CPI risque de venir le recueillir et l'amener aussi à La Haye afin de répondre. Et donc là, il y a des discussions. En ce qui concerne les autres provinces, comme la province par exemple, de l'Ituri, nous avons là le phénomène des ADF, et dans le Nord Kivu également, il y a le phénomène ADF et le phénomène que nous appelons des FDLR. Et dans le Sud Kivu, nous avons la question de ce que nous appelons Red Tabara et FNL. Dans la partie toujours de Haut-Ouélé, il y a un nouveau phénomène qui est en train de prendre corps.
Et c'est là que je voudrais alerter le gouvernement congolais et la communauté internationale. C'est le phénomène Mbororo. Qui sont les Mbororo? Ce sont des migrants climatiques. C'est-à-dire des gens qui ont quitté le Tchad, ils sont venus en Centrafrique. Et de Centrafrique, ils ont avancé jusqu'en RDC. Ils sont arrivés à Dungu, ils sont arrivés d'abord à Ango, dans les Bazouélé. Ils sont descendus jusqu'à Dungu. Et de Dungu, ils sont montés jusqu'à Faradje. Et aujourd'hui, ils sont presque à 5 km de Faradje. Ils sont en plusieurs groupes. Où vous avez le groupe de 5000 vaches, 10 000 allant jusqu'à 20 000, et en plusieurs groupes. Ces gens, quand ils entrent chez nous, accompagnés de leur bétail, mais derrière le bétail, vous avez les armes. Ils ont les armes avec eux. Ils n'ont aucun document migratoire. Et quand ils arrivent, ils veulent appliquer la justice populaire. Prouver la justice de l'État, la justice classique n'existe pas. Ils règlent le problème sur base de la justice populaire. Ce qui est contradictoire. Sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Et là, certains chefs coutumiers, certains chefs d'administration publique, avides d'argent, se permettent même de leur vendre des terres, de les protéger. Même quand ils commettent des infractions, des tueries, des viols, pour eux, ils ont des méthodes un peu bizarres. Il n'y a pas à aller parler avec une femme, mais il faut la prendre par force. Il faut la faire de judo, et comme ça, vous réglez le problème. Ça, c'est anti-le mœurs local. Et aujourd'hui, j'alerte la communauté internationale. J'alerte d'abord le gouvernement congolais et la communauté internationale. Un président tchadien a dit: nous avons besoin des eaux douces parce que le lac Tchad est en train de sécher. Si vous ne nous donnez pas de l'eau de l'Ubangui, nous viendrons en prendre par force. Aujourd'hui, ils sont frappés par la sécheresse. Ils ont envoyé le bétail en RDC. Nous craignons que demain, à cause de la négligence, à cause d'une certaine naïveté, d'une certaine complaisance, que cette question devienne demain une question très compliquée. En commençant à acheter des terres, en devenant des propriétaires terriens, demain, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ça sera un problème très sérieux. Et quand vous allez les menacer, ils vont recourir à leur État et leurs chefs d'État vont envoyer des militaires pour protéger leurs compatriotes. Et après, ils vont dire: nous avons des terres en RDC que nous avons achetées. Pour nous avoir privé de l'eau, maintenant nous sommes venus nous installer de force. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement, nous devons vivre. Ça, c'est très sérieux. C'est maintenant qu'il faut mettre en place une loi sur la transhumance. Les gens qui viennent en transhumance doivent être enregistrés, ils ne doivent pas porter les armes, ils doivent être sous la protection de l'État congolais. C'est aussi économique, parce que quand ils viennent, les secrets dans cette affaire, c'est que les Mbororo, ce sont les parents des milices qu'on appelle Seleka en Centrafrique, pour votre information. Je crains que demain, sur base de nos enquêtes, que cela devienne un problème. Nous ne voulons pas qu'ils viennent en RDC, nous ne voulons pas que Seleka se réfugie demain en RDC et qu'il y ait des coalitions demain avec d'autres rebelles. Parlons de la situation des ADF. Les ADF ont été chassés de l'Ouganda et se sont repliés dans les montagnes de la RDC. Et après s'être repliés dans les montagnes de la RDC, il y a eu une sorte de négligence
coupables. Et aujourd'hui, ce phénomène est en train de nous faire pourrir le corps et la population est en train de payer le prix aujourd'hui. Et donc, ce phénomène qui a commencé, qui a vécu chez nous, aujourd'hui est en train de prendre l'ampleur parce que certains, l'ADF a signé son engagement vis-à-vis de l'État islamique et qu'il recevait maintenant de la formation à partir des pays arabes en signant son allégeance à Al-Qaïda, État islamique. Aujourd'hui, nous sommes devenus dans une situation où pratiquement la population est réfugiée dans son propre pays. Regardez comment le territoire de Béni, la ville de Béni, souffre aujourd'hui à cause de notre propre complaisance. J'encourage le gouvernement et je le remercie d'avoir pris des mesures de mener une guerre en collaboration avec le pays qui le reçoit, c'est-à-dire le pays d'Ouganda et la RDC. Mais au-delà de cela, nous avons découvert qu'il y a également des ADF qui sont les enfants du terroir. Les Congolais. Les Congolais qui ont vécu avec eux, qui ont reçu l'idéologie. Et notre travail avec les partenaires locaux, c'est de continuer à les sensibiliser. D'un côté, le gouvernement, l'armée nationale fait les opérations, et de l'autre côté, avec le PDF, l'armée ougandaise, mais de l'autre côté, nous développons des mécanismes de sensibilisation. À ce qui concerne les FDLR et leurs alliés, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, les FDLR étaient presque partout dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais aujourd'hui, il y a des territoires où vous ne pouvez plus voir ces gens. Par exemple, au Sud Kivu, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de FDLR. Même si on dit ils sont là, ils sont où, je ne sais pas, à moins qu'on les ait injectés aujourd'hui. Mais à l'époque où moi j'étais vice-gouverneur du Sud Kivu, il n'y en avait pas. Ils sont partis. On a rapatrié avec la MONUSCO des milliers et des milliers. Mais le mal, c'est quand on les répatrie, on les fait répartir dans leur pays, au lieu de les réinstaller dans la vie sociale, on les reconditionne et on les renvoie encore en RDC. C'est là le véritable problème. C'est un piège alors. Et donc, nous comprenons que pendant 25 ans, pendant 30 ans, on a compris que le gouvernement rwandais, tout en cherchant des solutions durables de cohabitation dans son pays, il a transféré le problème en RDC. Et les anciens gouvernements n'avaient pas peut-être pris la question au sérieux, mais aujourd'hui, le nouveau leadership, le président Tshisekedi, ne veut plus accepter que cette question perdure, ne veut plus que cette question, on les traite avec des complaisances. Sinon, ça va encore revenir l'année prochaine, et 2 ans après, ça va revenir. Donc, il faut s'occuper de cette question. Et sur le plan militaire, et sur le plan politique. Et pour cela, nous proposons des mesures de sensibilisation, le rapatriement, et nous devons, en plus de cela, faire le profilage et mettre dans les données et qui soient fiables pour qu'un jour, on dise au Rwanda, comment cette personne a été rapatriée, il se retrouve encore chez vous.
chez nous ici en RDC. J'ai été vice-gouverneur. J'ai eu même des entretiens. Je vis des gens me poser des questions dans les meetings à Kamanyola. J'ai vu des meetings à Walungu, à Kabari, à Chabunda, où on dit, oui, mais tous ces gens qui ont été rapatriés, mais comment nous les voyons encore revenir ici et ils sont dans des carrières minières en RDS? C'était embarrassant. Il nous faut du sérieux, il nous faut des mécanismes coercitifs. Et le Rwanda doit comprendre cela. Parce que on ne peut pas revenir sur tout ce qu'on a parlé. Je me dis, depuis 1996, date de la FDL, il y a eu plusieurs expéditions en RDC de militaires rwandais. Et la dernière expédition, c'est en 2019. On a vu déjà le président Tshisekedi était déjà au pouvoir. Il a accepté qu'ils viennent chercher ces gens-là. Tout le monde est laissé dans les Calais, dans les Massissi. On a vu ce genre de choses, c'est fait. Ils sont venus, ils ont mené des opérations. Et après avoir mené des opérations, parce qu'ils ont ciblé là-bas, et même ils ont ciblé Calais, dans les hauts plateaux, dans les Massissi. Ils ont mené des opérations. Après ces opérations, ils sont rentrés. Mais pourquoi aujourd'hui ils peuvent revenir et dire au président Tshisekedi, non, vous travaillez avec les FDLR. Nous travaillons avec eux comment? Parce que nous avons autorisé de venir les chercher. Et vous avez vous-même ciblé les endroits. Ils ont ciblé, ils ont mené des opérations. Et ils ont amené certains jusqu'au Rwanda. Alors, on est sérieux ou on ne l'est pas? Aujourd'hui, le président a compris que c'était un jeu. Et c'est comme ça qu'il jouait avec notre gouvernement. 2 ans après, 3 ans, il mène une opération, il rentre, après il dit non, ces gens sont encore là. Mais quand on va vérifier, c'est lui-même qui mène ces opérations, c'est lui-même qui les réarme, c'est lui-même qui les reconditionne, c'est lui-même qui les habille, c'est lui-même qui... Et il donne une nouvelle mission, aller travailler. Qu'est-ce qu'il gagne derrière tout ça? Mais la plupart de ces gens-là, ils savent. Il faudrait peut-être poser la question, qu'est-ce qu'ils gagnent dans ces opérations-là? La première, pour moi, la première, c'est que ça lui permet de maintenir le discours de la présence des FDLR sur le sol congolais. Et que donc, il est toujours en insécurité. Et comme ça, il y a une compréhension de la communauté internationale vis-à-vis de son régime. Deuxième chose, il maintient cela. Mais la plupart, regardez tout, la plupart de ces gens-là sont dans une économie de guerre. C'est-à-dire, c'est eux qui détiennent la plupart des gisements miniers et qui leur vendent les produits ici de l'exploitation illégale, sans documents, sans taxes. Et c'est eux. Voilà pourquoi nous disons, ce jeu-là doit cesser quand même. Nous avons l'obligation d'amener la paix. Et nous travaillons dans ce secteur-là pour que cette fois-ci, il y ait traçabilité. Tous ceux qui travaillent dans les mines, qu'ils soient identifiés, qu'ils sont congolais ou étrangers. Et tous ceux qui se disent, nous devons sensibiliser pour qu'ils sortent. Et avec des garanties, de non-retour en RDC pour mener encore de telles opérations. Il faut amener le Rwanda à ne plus mener les opérations retour en RDC. La question est maintenant de savoir comment la Fondation Paix et Développement compte mener ses actions sur le terrain. Oui, avant que je réponde à cette question, je voulais préciser aussi qu'il faut. Il y a le phénomène Red Tabara. Pour l'histoire, les Red Tabara sont des rebelles qui ont tenté de mener un coup de force contre le régime au Burundi, le régime des FDD CNDD, et a échoué à renverser le président Nkurunziza. Ils s'étaient repliés au Rwanda. Arrivés au Rwanda, ils ont été reconditionnés
ramenés en RDC. Il est important de le savoir. Et en RDC, où exactement? Dans les moyens et au plateau, afin de mener des incursions au Burundi. Et chaque fois, vous entendez, on a attaqué au Burundi, on a tué les gens. Ce sont ces gens-là. Et ils viennent d'où? La plupart d'entre eux, ils viennent des moyens au plateau. Uvira, de Fizi et de Mwenga. Ces gens-là, la première action qu'ils ont menée, c'était de manger toutes les vaches de Banyamulenge. Deuxième opération qu'ils ont menée, mission qu'on les a donnée, c'est de sensibiliser les groupes armés locaux. Comme ça, les gens comme Ilunga, dans le territoire de Fizi, dans le territoire d'Uvira, par exemple à Massangu, où était le siège de Ilunga, ils ont carrément détruit cette partie-là, parce qu'ils s'étaient installés. Les Massangu. Massangu 1, Massangu 2, ils ont détruit. Et lorsqu'ils ont été poursuivis par l'armée régulière et l'armée burundaise dans une opération conjointe, Ilunga s'est replié dans le territoire de Fizi, précisément dans les Milimba. Et ils ont commencé à exploiter la carrière de Bigaragara, allié aujourd'hui au groupe Pichambok. Même quand vous entendez les gens crier, nous sommes des Wazalendo, nous sommes ceci. Mais il y a des Wazalendo qui ne sont pas avec le gouvernement. Il y a aussi des Wazalendo qui sont au service du Rwanda. Et je l'ai dit. Au Sud Kivu, tout comme au Nord Kivu. Au Sud Kivu comme au Nord Kivu. C'est connu. Et le gouvernement connaît. Ceux qui travaillent avec... Parce que les Rwandais ont pénétré le phénomène Wazalendo et ils ont recruté. À travers moyennant l'argent, ils ont eu à recruter. Mais le plus important pour nous, c'est quoi? Ce n'est pas ce recrutement-là. Le plus important, c'est de sensibiliser les Congolais à se débarrasser de ce groupe-là pour que la paix revienne dans la région. Et c'est ça l'essentiel de votre mission. Et c'est ça l'essentiel de notre mission. C'est les sensibiliser. Ouvrir un centre à Uvira, en collaboration avec les services spécialisés du pays, pour le rapatriement volontaire. Aujourd'hui, il y a un pas important. C'est que notre président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pu convaincre son collègue du Burundi d'ouvrir aussi un centre d'aide pour accueillir le rebelle de Red Tabara et autres rebelles qui équipaient le Burundi. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous allons jouer notre partition, les sensibiliser à rentrer. Mais la population doit contribuer à cet effort-là. Des sensibilisations, de se débarrasser de tous ces groupes armés étrangers, parce que les groupes armés étrangers, d'après nos études, ils ne peuvent pas tenir même 2 mois s'ils ne sont pas dans les maïmaï. Ils ne peuvent pas. C'est dans les maïmaï qui s'infiltrent. Mais on s'est rendu compte également que ceux qui utilisent les Red Tabara comme les FDLR, comme d'autres, ils passent par les groupes armés locaux. Et ils traitent avec les pays étrangers. C'est comme ça que vous le voyez. Ils sont forts, ils s'infiltrent, ils travaillent, ils sont sous les sanctuaires des groupes armés locaux. Donc il y a là un travail à faire en amont et en aval. Et pour les groupes armés locaux, à se débarrasser de ces groupes armés étrangers. Et également, sensibiliser les États à cesser d'alimenter le conflit dans la région de Grand Lac. On est presque à la fin de notre émission. Là, on est en train de chuter. Vous allez conclure
cette émission par rapport à vos stratégies pour l'efficacité sur le terrain, parce que nous savons les groupes armés, surtout comme vous les avez cités, presque tous sont étrangers, avec des ramifications, avec des grandes puissances, s'il faut les dire, parce que ceux qui sont dans les minéraux, par exemple, ils ont des soutiens de firmes au niveau international. Comment vous, en tant qu'ASBEL, vous comptez réussir là où des pays dans la région ont échoué? Donc ça dépend d'approche, ça dépend de la méthodologie. Nous, d'abord, il faut comprendre que nous sommes en train de mettre en place des réseaux. Nous sommes un réseau, nous voulons travailler avec les organisations du Nord Kivu, les organisations de l'Ituri, des Haut-Ouélé, des Bas-Ouélé, du Sud Kivu, pour que, sur base de l'expérience, nous puissions d'abord les outiller. Deuxièmement, nous voulons rencontrer individuellement ces responsables-là et parler avec eux. Mais après avoir parlé, CAE, nous avons nos méthodes pour que nous puissions les atteindre. Et après avoir parlé avec eux dans un langage franc, et nous sommes convaincus qu'ils vont accepter de se rendre. Donc, dès qu'ils acceptent de se rendre, nous mobilisons les services publics pour leur dire tel groupe ou telle personne voudrait se rendre. Pour nous, ce n'est pas la quantité qui compte. Pour nous, c'est l'individu appelé ex-combattant ou combattant de tel groupe. Dès qu'il se rend auprès des services concernés, à travers notre sensibilisation, à travers notre utilisation, pour nous, c'est déjà un résultat. Et l'expérience de notre partenaire dans le Haut-Ouélé, à Farage présentement, et qui est allé jusqu'à Centrafrique, où il a été même capturé par les rebelles. Et il est parvenu à travailler avec eux pendant 3 semaines. Ils l'ont capturé, mais il les a aidés dans la sensibilisation à l'état avec eux, parce qu'ils venaient lui poser des questions et il profitait pour les expliquer. Et celui-là qui a été convaincu, il va appeler l'autre. Finalement, il s'est retrouvé avec 200 personnes déjà converties, déjà convaincues. Et finalement, d'autres ont accepté. Ils l'ont fait confiance. Il a fait rapatrier plus de 3000 hommes en Ouganda aujourd'hui. Ce qui était en Centrafrique. Jusqu'à rapatrier le fils de Joseph Kony, qui était un des grands chefs de LRA. Mais après leur avoir parlé, il accepte. Nous pensons aujourd'hui que notre message doit être entendu et devrait être entendu par ces gens. Mais il y a l'engagement politique des États à accepter de recevoir leurs compatriotes. Le Rwanda doit accepter de le recevoir. Nous savons qu'ils le reçoivent. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils ne rentrent plus en RDC. Ceux qui sont sortis de Centrafrique, des forêts de la RDC, de Centrafrique, du Sud-Soudan, amenés en Ouganda, ne sont plus rentrés dans cette forêt-là. De la même manière, ceux qui sont rentrés, ceux qui sont partis au Rwanda, doivent rester et doivent être recyclés là-bas et être réinsérés dans la communauté, ne plus venir chercher encore à travailler en RDC. Et s'il doit revenir plus tard, il doit revenir comme un citoyen ordinaire, avec des documents, avec un permis de travail. Là, c'est faisable. Mais nous refusons qu'on les reconditionne là-bas et qu'on les ramène en RDC pour creuser les mines et commencer à vendre encore au Rwanda. Et ça sera un cycle non infernal où nous verrons l'insécurité sur l'insécurité. Nous refusons
qu'on nous traite, parce que c'est une question très importante. Depuis 1996, si nous voyons les statistiques de la MONUSCO, et si nous voyons le rapport de 2015, 2020, on nous parlait qu'il ne restait que 500 personnes. Aujourd'hui, on peut encore nous parler de combien? Chaque jour, les efforts mutualisés entre la RDC et l'Ouganda est en train de faire diminuer jour pour jour les combattants des ADF qui sont ramenés dans un camp pour être socialisés, si je peux le dire comme ça. Leur réintégration. Oui, leur réinsertion dans les communautés. Les suivis psychosocial, psychosomatique, tout cela est fait. Santé mentale. Aujourd'hui, il y a un voisin qui, lui, pour les raisons qui sont les siennes, il veut que, si nous étions tous d'accord, si nous avions une très bonne volonté, je pense qu'il ne resterait plus rien en RDC. Mais ça ne sert à rien de continuer à condamner les gens en leur disant non, c'est vous qui m'intéressez ces gens, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qui les utilisez, alors qu'on sait combien de personnes ont été renvoyées au Rwanda, dans les centres, et puis qui se retrouvent encore en RDC, dans les mines, et qui sont encore en train de faire des atrocités en RDC. C'est inacceptable. Les États, le Rwanda, doit prendre l'engagement, vraiment, de faire ce travail. Et cette fois-là, ce que nous ajoutons, après le vetting, qui est un suivi dans les familles. Il faudrait maintenant un suivi de ces gens dans les familles où ils ont été réintégrés. Je pense avec ça, ça peut nous aider. Monsieur Tommy Tamboué, je vous dis merci. On a passé un moment d'échange. On a compris votre fondation Paix et Développement avec des objectifs, je peux dire, très ambitieux. On ne peut que vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça sera la fin.